Bonjour. L'origine du karaté. Ryoku Kempo Tode, donc du Ryoku Kempo Tode au karaté, histoire d'une pratique. Les origines. L'origine du karaté et les autres systèmes de défense se perd dans la nuit des temps. On trouve la relation de techniques de combat calquées sur l'étude des animaux en Inde, près de 3000 ans avant notre ère. Il existe également en Égypte, dans des tombeaux datés de moins de 2000 ans avant Jésus-Christ, de véritables planches techniques dessinées en couleur, illustrant des formes très élaborées de combat à pied et poings nus. Les Grecs pratiquaient également le pancrace depuis des temps très reculés, et d'éminents spécialistes pensent que ces techniques occidentales ont été amenées en Inde par les troupes d'Alexandre le Grand, moins 350 avant Jésus-Christ, dont les éclaireurs avaient franchi l'Indus et qu'elles se sont amalgamées avec les techniques locales. La première influence directe sur laquelle les historiens sont d'accord est celle du temple de Shaolin, popularisé par le feuilleton Kung Fu, situé en Chine, dans la province du Henan, et qui a été construit sur le mont Song, une des 5 montagnes sacrées de la Chine. Cependant, là, d'une part, Shaolin n'a pas été qu'un seul temple, il y a eu plusieurs succursales, si l'on peut dire, dont l'une des plus connues est celle de Fujian, dans le sud de la Chine, et nous y reviendrons. Une autre influence que l'histoire retient est celle d'un moine guerrier hindou qui était fils de prince, Bodhidharma ou Daruma en japonais, qui, après avoir reçu une éducation à la cour, donc forcément en tant que prince, une éducation guerrière, mais aussi philosophique, mentale, religieuse et de longue vie, a choisi de ne pas régner, mais a choisi la vie ecclésiastique bouddhique, a pérégriné et donc traversé l'Himalaya à pied pour arriver en Chine, a eu une entrevue avec l'empereur de Chine qui s'est révélé d'ailleurs un fiasco, et il s'est retiré au fameux temple de Shaolin, où, suivant la légende, il a médité plusieurs années dans une grotte, et à la suite de cela, il enseignera aux moines des techniques au moins leur permettant de supporter les longs jeûnes et les longues positions en lotus qui faisaient mal aux genoux et aux articulations, et donc leur donner des méthodes pour au moins s'assouplir et supporter déjà, donc des méthodes plus de gymnastique, pour supporter ces longues périodes de prière. La transmission de tout cela s'est faite ensuite à Okinawa. Okinawa est l'île principale de l'archipel des Ryukyu, chapelet d'îles qui s'étend de Taïwan, Formose, au sud du Japon, Kyushu. Parmi les nombreux Chinois qui s'y rendaient pour faire du commerce avec le Japon a très longtemps interdit aux étrangers d'aborder sur son territoire. On trouve bien entendu des pratiquants de différents styles de boxe chinoise. L'importance d'Okinawa en matière commerciale, outre le fait qu'elle servait de relais indispensable pour le commerce avec le Japon, tient à ce que Okinawa a été pendant très longtemps un des principaux lieux producteurs de soufre, matière indispensable aux Chinois pour fabriquer la poudre dont ils faisaient usage depuis très longtemps. Si, jusqu'au XVe siècle, on ne peut pas déterminer le style propre à Okinawa, la technique de combat restant essentiellement primaire et faisant surtout appel à la force physique, on voit se développer ensuite des différences certaines, et les écoles portent le nom des villes principales de l'île. Naate, Chorite, Tomarite, en sachant que Te signifie la main. Donc la main de Naha,
de Shori ou de Tomari, qui était le port. Les deux grands styles qui sont développés à Okinawa sont très souvent opposés et ont pour nom Shorin et Shorai. En fait, ces deux termes désignent dans deux patois d'Okinawa différents Shaolin. Le tronc commun est donc indiqué sans équivoque, et les différences sont bien moindres que certains veulent bien le dire. Entre la Chine et Okinawa, on peut distinguer trois types de transmission. 36 familles chinoises viennent au XVIe siècle s'installer pour commercer et enseigner des éléments de la culture chinoise à Okinawa. Parmi elles, des experts d'arts martiaux. Les maîtres Matayoshi, Kobudo Arm, Yagi Maitoku, Gojo Ryu en sont les lointains descendants. Parmi les membres des nombreuses missions diplomatiques et commerciales chinoises, on trouve également des experts de Wushu. Wushu étant le nom réel de l'art du combat chinois, parce que Kung Fu signifie grand accomplissement. Alors pourquoi on appelle les arts martiaux Kung Fu, ce qui est une aberration totale? C'est que lorsque les premiers occidentaux arrivés en Chine ont vu des pratiquants d'arts martiaux, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» Et on aurait dit « Grand Kung Fu, grand accomplissement, grand maître !» Et eux, ah bon, c'est Kung Fu. Bon, très bien, j'écris Kung Fu, je dis ça, c'est du Kung Fu. Les Chinois étant essentiellement pragmatiques, eux, vous pouvez appeler quelque chose hippopotame, éléphant, etc. Ils n'en ont rien à faire. Ils sont commerçants dans l'âme. Donc si vous voulez appeler une huître un éléphant, si vous la vendez, ils sont très contents. Il n'y a pas de problème. Un exemple que je donnerai, c'est que pour ceux qui sont allés dans des restaurants chinois ou vietnamiens, asiatiques, très souvent, dans beaucoup de ces restaurants, on vous sert une petite tasse d'alcool blanc à la fin du repas. Et d'habitude, même on vous propose, parce que là aussi les premiers occidentaux qui étaient là, on dit on voudrait du saké. On leur sert ça, les Chinois sont contents, vous aussi, tout se passe bien. Et c'est un alcool blanc qui titre 40 degrés, qui est en fait un alcool donc, de sorgho et de pétales de rose, qui n'a rien à voir avec le saké. Le saké, c'est japonais, c'est jaune, ça se boit tiède ou légèrement chaud, donc et ça fait 18 degrés. Ça n'a rien à voir. Mais pour des Chinois ou pour des Asiatiques, vous demandez un saké, ils vous servent ça, vous êtes content, vous payez, tout le monde est content. Donc Kung Fu, c'est la même chose. Il faut le comprendre. Donc, reprenons. Parmi les membres des nombreuses missions diplomatiques et commerciales, on trouve des experts de Wushu, alors du combat, qui enseigneront leur art à quelques autochtones. Les formes ainsi léguées furent désignées ensuite, bien souvent, par le nom de celui qui les transmises, car les Okinawaïens comprenaient mal les subtilités de la langue chinoise. C'est ainsi que les noms de Wanshu et Kushangfu, Kuangshangfu, seront transmis à la postérité. Pour différentes raisons, un certain nombre d'Okinawaïens se rendirent sur le continent et eurent l'occasion, furent invités à étudier les arts de combat. Ils enseignèrent à leur retour dans l'île ce qu'ils avaient appris. Parmi eux, on peut citer Yara, Matsumura Sokon, ou, plus près de nous, Uechibu Kambun, ou Igaona Kanryo. Je signale d'ailleurs que pour respecter les habitudes et la typographie chinoise et japonaise, parce que les deux sont liés, on donne le nom d'abord et le prénom ensuite, contrairement à la coutume européenne qui dit que le prénom, avant. Donc on donne le prénom avant le nom. Ben là c'est l'inverse. Mais il faut connaître un certain nombre de subtilités asiatiques. Dans les arts martiaux chinois, il existe de plus deux grandes catégories. Les arts externes, donc Wushu,
kung-fu si vous voulez, armes, et les arts internes, tai chi chuan, sengi chuan, pakwa chuan. À savoir que chuan signifie boxe. Un ouvrage chinois très ancien, le Bobishi, décrit des techniques très élaborées qui permettent de provoquer l'évanouissement, la mort, et même la mort retardée, par des percussions ou des pressions qui utilisent les points des méridiens d'acupuncture. Ces connaissances ont été vérifiées lors de la dernière guerre mondiale par des équipes médicales japonaises qui les ont testées sur des prisonniers américains, également, pas que des Américains, des Coréens, des Philippins, etc. Donc des Blancs, des Jaunes, des Verts, des Rouges, des Bleus, tout ce qu'ils ont eu sous la main, des hommes, des femmes, tout. Et donc contrôlé par des équipes médicales japonaises, afin d'avoir des techniques plus fiables pour les commandos japonais. Plusieurs milliers de personnes ont été sacrifiées lors de ces expériences. Cependant, ces connaissances ne sont pas à la portée de tout le monde. D'abord parce que le Bobishi est crypté et totalement hermétique pour un non-initié, et parce que ces techniques ne sont enseignées qu'aux disciples les plus avancés. Elles nécessitent des connaissances poussées en anatomie, physiologie, chronobiologie, médecine traditionnelle chinoise, bref, un bon panel médical. Généalogie des précurseurs. L'un des premiers sensei locaux que la littérature nomme est Yara no Chatan. Yara naquit dans le petit village de Chatan et dès l'âge de 12 ans, il fut envoyé en Chine pour étudier les arts du combat, notamment Sing Chuan et Qigong, sous la direction du célèbre maître Wang Chongya. Lorsqu'il revient dans son village, son habileté à manier les armes le rendra légendaire. Yara a une influence prépondérante sur le Todé. On lui a notamment l'introduction de la notion de ki, force interne, dans la pratique de l'art. Il a de plus légué des katas qui sont pratiqués dans de nombreux ryu, écoles, telles que Chatanyara no Sai et Chatanyara no Bu, donc technique de bâton et technique de trident. Déjà très avancé dans sa pratique, il deviendra le disciple interne de Kuang Shangfu, Sifu, maître chinois, qui enseigna son art à Okinawa à partir de 1761. Un autre pratiquant, Sakugawa, fut également plus tard accepté comme disciple par le maître, qui leur enseignera à tous deux un enchaînement qui sera plus tard reconnu sous le nom de son initiateur, Kushanku, Kosokun, Kwanku. L'enseignement de Kuang Shangfu est extrêmement subtil et complexe, et il faisait beaucoup appel au concept d'énergie interne. Yara, formé de longue date à ce type de travail, conservera et transmettra intégralement la formation apprise. Sakugawa, plus axé sur le travail physique, ne se verra pas expliquer les applications avancées de cet enchaînement. Ayant une connaissance plus superficielle des bunkai, il modifiera la forme qui transmettra vers la fin de sa vie au jeune Matsumura Sokon, lequel enseignera à son tour à Itosu Honko, qui lui-même s'endera le kata Ando, Kankudai et Kankusho. Cependant, la forme léguée par Yara survivra complète jusqu'à nos jours, notamment par l'intermédiaire du Chotoku Kyan. Sakugawa Kanwa. Tanga. Sensei Sakugawa, de son vrai nom Taruya Kanga, il en changera lorsqu'il devient Peichin, serviteur du roi, est reconnu comme étant le premier maître officiel de karaté, en fait de To-de. To, donc, qui désigne la dynastie des Tang, donc la Chine. Il fut à l'origine du style de Shuri-te, donc Te, la main de la ville de Shuri, et il eut notamment le moine Peichin Takahara comme premier maître, puis un autre expert chinois qui séjournant dans la colonie chinoise, donc Kuang Shangfu. C'est de ce dernier qu'il apprit entre autres le kata, qui introduit sur l'île d'Okinawa, après y avoir apporté quelques modifications. À la mort de maître Peichin Takahara, il prit le surnom de Tode Sakugawa.
c'est naturellement à Shuri qu'il ouvrait sa première école de Shorite, et sortit ainsi le karaté, Todé toujours à l'époque, du secret. Je rappelle que le nom de karaté fut employé pour la première fois en 1904 et fut accepté par les différents maîtres à partir de 1935. Et ce n'est pas uniquement Gishin Funakoshi qui le fera, mais c'est une volonté de l'Assemblée des maîtres de l'époque. Donc ces fonctions, puisqu'il était à Shuri, lui permit d'aller plusieurs fois en Chine, à la source même de la boxe chinoise, Guangfa, ainsi que dans le sud du Japon où il put perfectionner son art. Et c'est peu avant de mourir qu'il fait la connaissance d'un autre personnage âgé, alors de plus de 10 ans, qui a une très grande place dans l'évolution du karaté d'Okinawa, Matsumura Sokon, et c'est ce dernier qui fit évoluer le Shorite vers le Shorin Ryu. Shorin signifie toujours Shaolin. Matsumura Sokon. C'est vers l'âge de 10 ans que son père l'introduisit auprès du vieux maître Tode Sakugawa, dont il fut le dernier et le plus célèbre disciple. En 1816, il intégrera le service de protection des 3 derniers rois des Ryukyu, Shoko, Sho-Ito et Sho-Tai. Et il devient très rapidement, à l'âge de 19 ans, le responsable et l'instructeur des techniques martiales de la garde du palais de Shuri. En 1818, il épouse Yonami Neshiru, redoutable combattante, très expérimentée en Todé. Sa famille contribua à la rapide maîtrise de l'art du combat à main nue de Matsumura Sokon. Ses exploits commencèrent à faire le tour de l'île d'Okinawa et allèrent même au Japon. Le titre de Bushi, c'est-à-dire de guerrier, lui fut octroyé à cette époque et il devient une véritable légende vivante de son vivant. La prouesse la plus connue aujourd'hui est la rencontre qu'il fit avec un taureau qu'il terrassa d'un seul coup de poing. En tant qu'attaché à la cour, Matsumura fit de nombreux voyages dans l'ancienne province japonaise des Satsuma, et donc où on trouvait l'école Jikan-ryu des samouraïs du clan Shatsima, au Kenjutsu, au sabre. Cette autre forme martiale fut déterminante dans sa perfectionnement de ses propres techniques de combat. De nombreux déplacements dans la province chinoise du Fujian, lui permirent d'aborder d'autres disciplines. Lors de son premier voyage en Chine, aux environs de 1830, Matsumura rencontra au dojo de Fuzu 2 experts en boxe chinoise, Azo et Iwa. Ce dernier lui apprit le Bai Hequan, le style de la grue blanche, et le second lui transmit ses connaissances en style Nanquan. C'est dans cette région de Chine qu'il prit connaissance du Bubishi, dont j'ai parlé tout à l'heure, vieux manuscrit d'origine chinoise, datant du XIIe siècle, qui serait le lien entre la boxe chinoise et le karaté d'Okinawa. Les origines du Shorin-ryu, dont il fut le fondateur, proviennent de ses connaissances dans lesquelles les techniques chinoises de combat, auxquelles il ajouta celles provenant du Shorite et du Tomarite, donc des villes de Shuri et de Tomari. Matsumura consacrera toute sa vie à l'enseignement du Todé. Personnage d'un charisme et d'une autorité légendaire, il fait en sorte que la paix règne sur l'île. Matsumura eut de nombreux disciples qui sont les instigateurs du karaté moderne. Parmi eux, nous pouvons citer Itosu Honko, Higarona Kanju, Yabu Kensu, Asato Peichin, Kian Shotoku. Bushi Matsumura Sokon mourut à l'âge de 104 ans, comme quoi la pratique ça conserve, en 1896. Son œuvre peut être considérée comme une très grande contribution à l'évolution du karaté moderne. Asato Honko. Considéré comme l'un des grands maîtres du karaté d'Okinawa de son époque, on ne connaît pas pourtant grand-chose d'Asato Yasutsune ou Honko.
La plupart de nos connaissances à son sujet viennent de Gishin Funakoshi, dont il fut l'un des 2 enseignants. Gishin Funakoshi était dans la même classe que son fils à l'école primaire, et c'est tout naturellement qu'il devint son disciple en même temps que celui d'Itosu, car Azato et Itosu étaient très amis. Né à Azato dans une famille de Tonochi, traditionnel chef de village par héritage, Azato Anko fut un disciple éminent de Soko Matsumura. Son art ne s'arrêtait pas au karaté. En effet, c'était un excellent cavalier et expert en kendo de l'école Jingaryu. Itosu Anko. Itosu Anko, né en 1831 dans une famille de fonctionnaires, reçut en Todé une première formation que nous connaissons mal. D'après certains récits, son premier maître s'appelait Nagahama. D'autres sources disent que c'était un chinois appelé Channan. C'est vers l'âge de 30 ans qu'Itosu Anko devint élève de Matsumura. Il côtoie Azato Anko, qui était alors l'un des meilleurs disciples de Matsumura, mais n'est connu dans l'histoire du karaté que parce qu'il fut le maître de Gishin Funakoshi. Itosu mesurait à peine 1,55 m, mais sa musculature témoigne de l'intensité de son entraînement. On raconte que son thorax, large et épais, ressemblait à un tonneau renforcé de partout. En 1885, à l'âge de 55 ans, il commença à enseigner le karaté dans le jardin attenant à sa maison. En 1901, Itosu réussit à faire adopter le karaté comme discipline d'éducation physique à l'école primaire de Shori. Je dis karaté, mais il faut penser Todé, Todé Ryuku Kempo, pas karaté à ce moment-là. Le mot karaté n'est pas encore inventé. C'est dans ce but qu'il composa d'abord les 3 katas Naifanchi à partir du Naifanchi classique, du haut Naifanchi, puis les 5 katas Pinan. Il cassa ces katas sur une graduation indiquée par le suffixe dan. Naifanchi, Shodan, Nidan, Sandan, et Pinan, Shodan, Nidan, Sandan, Yondan et Godan. Il remaniera et scindra également Pasai et Kushanku, non pour les améliorer, mais pour les adapter aux possibilités des écoliers. Puisque je viens de vous dire qu'en fait, il a utilisé ses connaissances pour faire de la gymnastique pour les écoliers d'Okinawa. Nous y reviendrons tout à l'heure. Anasashiro Chomo. Maître Anasashiro Chomo, né en 1869 à Shuri, très jeune, débuta sa formation auprès de maître Sokon Matsumura, puis rapidement auprès de l'élève de ce dernier, Itosu Anko. Il devint son assistant et le resta jusqu'à la mort de son maître. En 1915, Itosu projetait d'introduire le karaté dans le Todé Ryuku Kempo dans les programmes des collèges et des lycées d'Okinawa et choisit Yabukansu et Shomon Anashishiro, alors enseignant, pour l'assister dans sa démarche au début du XXe siècle. Shomon Anashishiro fut certainement le premier, bien avant Gishin Funakoshi, à donner une autre signification de karaté que le sens chinois initial se référant à la dynastie des Tang, main de Chine, Todé. Dans son livre Karate Shoshuhen, sorti en 1904, il donne comme nouvelle interprétation à kara le terme vide. Par ce fait, il voulait faire référence à la philosophie bouddhiste, à la notion d'esprit vide, de non mental. Considéré comme l'un des plus grands maîtres de karaté de la Manchurité, il fut responsable de l'enseignement du karaté au dojo d'Itosu et plaida le retour d'un karaté martial et plus martial que celui de son maître. En effet, Anko Itosu avait quelque peu de modernisé l'art ancestral pour intéresser davantage la jeunesse qui se dirigeait plus vers les sports nouveaux venus d'Occident. En effet, le karaté n'est pas un art martial, mais juste la gymnastique pour les enfants, afin de renforcer leur caractère physique et leur mental. Miyagi Shojun. Il débuta l'étude des arts martiaux sous la direction de Karnyo Igaona, fondateur du Narate, juste à son entrée du lycée. C'est avec assiduité et acharnement
qui s'entraîna. Shōjō Miyagi fut l'un des rares disciples laissés par Igaona, et à la mort de celui-ci en 1915, il prit la tête de l'école qui jettera 5 ans plus tard les bases du Goju-ryu. La reconnaissance du karaté comme étant une discipline Bushido ne dépendait à ce moment-là, en fait, que l'acceptation par la Dai Nippon Butokokai, organisme d'État japonais, créé dans le but de contrôler tous les arts martiaux du pays. Le gouvernement militariste japonais avait réuni à l'époque dans cet organisme tous les plus grands maîtres des différentes disciplines du pays. Il attendait d'eux la formation des pratiquants au seul esprit Bushido, et à cet esprit-là seulement. En 1933, Shōjō Miyagi fut convié à faire une démonstration au palais du Butokuden, le haut lieu de la Dai Nippon Butokokai, devant tous les maîtres présidents destinés de l'art Budo. Tous avaient déjà assisté à des démonstrations de karaté présentées dans le but de reconnaissance par Gishin Funakoshi. La décision des maîtres du Butokuden avait été sans appel devant les démonstrations de Funakoshi. Ceci n'est pas un art martial, Budo, mais de la danse folklorique. En 1935, il se présenta pour l'examen officiel de maître du Bushido, devant ces mêmes autorités du Dai Nippon Butokokai. C'était la première fois qu'un maître de karaté faisait cette démarche. Il obtint le titre de Kyoshi, le plus haut titre qui sera jamais à l'époque à aucun maître de karaté présentant cet examen. L'école Goju-ryu sera fondée par maître Shōjō Miyagi. Il existe de nos jours 2 branches principales du Goju, une okinawaïenne dont les maîtres sont entre autres Toguchi Sekichi, Higano Moryo, Higa et Yatoki Meitokyu, le disciple interne, et une japonaise dont les chefs de file sont Yamaguchi Ugen et Tadayo Otsuka. Funakoshi Gishin. Depuis un siècle, en effet, le Todé a beaucoup évolué. Ce qui était dans les siècles précédents une technique d'autodéfense venue de Chine, qui envisageait le combat total contre plusieurs adversaires, armés ou non, dans un contexte de combat de survie où tout est permis, est en passe d'être bientôt une discipline olympique, avec ses règles, ses rituels et son côté chevaleresque. L'enseignement a lui aussi beaucoup changé. De la relation maître-disciple, où le maître choisissait et acceptait ses disciples, un maître en avait rarement plus d'une dizaine, où chacun recevait un enseignement différent en fonction de son évolution intrinsèque, on est arrivé à un enseignement de groupe avec une discipline et une rigueur quasi militaire. Au début du XXe siècle, l'enseignement du karaté, sa pratique, n'existait que dans l'île d'Okinawa. Au Japon, régnaient d'autres formes d'art du combat, telles que le jujutsu, ancêtre du judo, le sumo, le kendo, etc. Cette situation changea en 1922 lorsque les Japonais invitèrent l'un des maîtres d'Okinawa à venir faire une démonstration au Japon. Au Japon, il y avait déjà des maîtres, dont, entre autres, maître Motobu Choki, et d'autres, j'y reviendrai. Mais, par exemple, maître Motobu Choki, dont nous reparlerons tout à l'heure, ne parlait que le patois d'Okinawa. Pour se faire comprendre et pour faire passer l'art aux Japonais, il fallait quelqu'un qui parle parfaitement japonais, si possible ayant des connaissances en chinois, et donc qui puisse transmettre aux Japonais facilement. Quoi de mieux qu'un instituteur pour cela? Donc, maître Motobu demanda à Gishin Funakoshi de venir au Japon pour montrer aux Japonais. Gishin Funakoshi, instituteur de profession, bien que n'étant pas de loin, sans faux,
parmi les experts les plus efficaces de l'île, fut choisi pour une raison essentielle. Les habitants d'Okinawa étaient considérés par les Japonais comme des barbares incultes. En envoyant un représentant possédant d'excellentes notions de pédagogie qui lui permettaient de véhiculer son savoir, il ne serait pas difficile de créer une bonne image de marque des habitants de l'île. Le choix fut judicieux, l'avenir le montrera. Funakoshi Sensei avait été formé par les maîtres Itosu et Asato, ce que nous avons vu. C'est entre autres ce dernier qui lui inculquera la rigueur et la persévérance dans l'étude des katas. Itokata Senmen, un kata en 3 ans, était la formule qui sera gravée dans l'enseignement du maître. Dans son livre Karatedo My Way of Life, Maître Funakoshi rapportera que la répétition du même kata lui laissait une impression pénible au point d'en ressentir exaspération et humiliation, car le maître Asato lui interdisait d'aborder un autre kata avant d'avoir parfaitement maîtrisé le précédent. Après sa démonstration, Funakoshi restera au Japon. Il ouvrira d'abord un dojo dans le quartier de Tokyo, et son style est devenu aujourd'hui l'une des 4 écoles majeures, et il l'appellera Shotokan Ryu, Shoto étant son nom de plume, son nom de poète. Donc, c'était le nom suivant lequel Funakoshi signait ses poèmes. Il vécut ensuite au Japon jusqu'à sa mort en 1957. Son action fut déterminante pour l'implantation du karaté. Aidé par maître Jigoro Kano, le fondateur du judo, qui était aussi ministre de l'Éducation et donc chargé de l'éducation au Japon, et va lui ouvrir les universités. Donc il ouvrit des dojos dans les universités japonaises. Et il documenta par la rédaction de livres sa méthode d'entraînement et sa philosophie en s'inspirant des règles énoncées par le célèbre stratège chinois Sun Tzu, 5e siècle avant Jésus-Christ. Apprends à connaître ton ennemi et toi-même, et dans 100 combats tu vaincras toujours. Apprends à te connaître et pas ton ennemi, tes possibilités de vaincre ou de perdre sont égales. Gagner 100 victoires dans 100 batailles n'est pas le sommet du savoir, mais vaincre l'ennemi sans combat est le sommet du savoir et de la capacité. Funakoshi Gishin ne pratiqua toute sa vie que des katas. Il en connaissait 16. Il fut dépassé par la tendance sportive à l'honneur à cette époque. N'oublions pas que Kano Jigoro était membre du comité international olympique à l'imitation de l'Occident, et il fut dépassé par son fils Yoshitaka, qui accentua le côté long et bas pour que le karaté Shoto soit dominant. Il faut savoir cependant que Yoshitaka était atteint de tuberculose, ce qui, replacé dans le contexte de l'époque, lui laissait qu'une espérance de vie fort brève. Aussi, il s'entraînera comme un fou pour atteindre le plus haut niveau possible dans le minimum de temps. Yoshitaka fut également instructeur en chef pendant la guerre et entraîna le corps des kamikazes, où on s'y souciait fort peu des pertes et dommages causés à l'intégrité physique des individus, puisqu'ils devaient mourir. Yoshitaka mourut effectivement à 35 ans en ayant atteint un très haut niveau. Son père, lui, visait la pratique à long terme et décéda à l'âge de 87 ans. On peut se demander dans quel état physique aurait été le fils s'il avait continué à s'entraîner ainsi. Et il est quand même curieux de constater que de nos jours, beaucoup de pratiquants du Shotokan s'entraînent comme s'ils devaient mourir à 35 ans. Donc, je rappelle aussi que là-dessus, si le style Shotokan est très répandu, ce n'est pas parce que c'est le meilleur, mais parce que la JK, l'organisation Shotokan, a mis en place une politique de diffusion soutenue par le gouvernement japonais, dont les jeunes universitaires gradés étaient envoyés à l'étranger comme agents chargés de faire de l'espionnage industriel et économique. Ou, pour mes amis africains, comme je l'ai déjà dit, vous allez me dire, il n'y avait pas de secret industriel et économique à prendre chez nous. Non, mais il y avait des parts de marché.
l'Afrique est bourrée de matières premières. Il y avait tout un tas de choses à récupérer. Et des gens, je dirais, dirigés par le gouvernement japonais pouvaient donner le gombo quand il fallait. À la fin de la guerre, l'occupant américain avait interdit la pratique des arts martiaux japonais, car pour eux, ils exacerbaient l'esprit nationaliste et guerrier nippon. Le karaté fut l'un des premiers à pouvoir reprendre ses activités, car d'une démonstration devant MacArthur, démonstration qui avait été rendue possible notamment grâce à l'intervention de Don Drager, les experts de la JKA, Obata, Nishiyama et Nakayama, font valoir que le karaté n'est pas un art martial japonais, mais de la boxe chinoise. Et c'est depuis cette époque que vient l'habitude de fermer systématiquement les points en combat pour accentuer le côté boxe. Anko Itosu, déjà dans son enseignement, avait beaucoup plus utilisé les poings fermés, je rappelle, pour que les enfants ne se blessent pas. Avec des mains ouvertes, on se retourne des doigts, on s'esquinte les doigts, etc. Les poings fermés, ce n'est pas pour augmenter l'efficacité, c'est au contraire pour la diminuer de manière à éviter les accidents. D'accord, ça ne fait pas du bien de recevoir un coup de poing, mais c'est rien à côté de ce qu'on peut faire avec des doigts. Nous le verrons également plus tard. Uechi Kambun. L'Uechi Ryu a été créé par Kambun Uechi, qui étudia en Chine pendant plus de 10 ans avec le maître Shutsuho. Son fils Kanei enseigne aujourd'hui toujours à Okinawa. Kambun Uechi, tout comme Igaona, était capable d'exécuter le kata Sanshin sur des tasses à thé renversées sans les briser. Otsuka Hironori. L'école Wanoryu sera fondée par Otsuka Hironori, disciple de Funakoshi, mais aussi adepte du plus haut niveau en Jujutsu. Il était Hanshi. Et il ne travaillera que 3 ans avec Gishin Funakoshi. Et il reprendra l'appellation Pinan pour les katas de base et il en modifiera la forme. Et les katas Pinan Wado n'ont que peu à voir avec les Pinan de base d'Itosu, les véritables katas Pinan. Donc d'autres maîtres venus d'Okinawa d'abord, dont surtout les maîtres Mabuni Kanwa, élève d'Itosu et d'Igaona, qui créera l'école Shitoryu, synthèse du Shorite et du Naoate, et le maître Motobuchoki, puis leurs élèves japonais, développèrent le karaté, chacun suivant la formation qu'il avait reçue. Mabuni Kanwa. Il naît en 1889 dans une famille d'officiers du roi des Ryukyu. C'est un domestique de la famille qui l'initiera au Todé avec le kata Naifanchi avant sa transformation par Anko Itosu. Il fut ensuite introduit chez Itosu, qu'il prit comme disciple, puis son ami Miyagi Shojun le présenta à Igaona Kanryo, qu'il acceptera également de l'enseigner. Ses fonctions de policier lui permettant de se déplacer dans toute l'île, il fera la connaissance de nombreux maîtres auprès desquels il recueillera un grand nombre de katas. Il pratiquera également le judo et le kobudo. Il s'installera au Japon en 1939 et appellera son école Shito Ryu en hommage à ses 2 premiers maîtres. Donc Shi pour Iga et To pour Itosu. Il reçut le titre de Hanshi et était respecté par ses pairs pour ses vastes connaissances. Il ne faut pas oublier qu'il est connu, et une photo célèbre le montre, avec donc Mabuni Kanwa assis, Gishin Funakoshi à ses côtés, Kanei Mabuni de l'autre côté, le fils, etc. Donc, si on connaît la manière d'interpréter les photos martiales, les photos officielles, celui qui est assis, c'est le maître, celui qui est reconnu.
Celui qui est à côté, c'est le disciple. Donc Mamou Nikanoa transmit 49 katas, dont 4 de sa composition, et mourut en 1952. Motobu Choki. Né dans une famille noble des Ryukyu en 1870, cette famille était depuis plusieurs générations les gardes du corps personnel du roi d'Okinawa, les rois Sho. Taillé en Hercule, il décide de devenir le meilleur combattant d'Okinawa. Pour cela, il teste son enseignement dans les quartiers louches en cherchant la bagarre. Maître Matsumura Kotsaku acceptera de le prendre comme élève malgré sa réputation. Il lui enseignera les katas Pasai et Naifanchi et rien d'autre. Au départ, il volera les bunkai et les techniques de combat de son maître en venant épier son sensei pendant qu'il donne des cours à d'autres élèves. Il travaillera ensuite avec Hitosu Honko, Tokumine Peichin, Wishinzan du Naate, Tongi Hing du Signinchuan. On est donc très loin du combattant inculte, grossier et autodidacte que certains, Shotokan, ont bien voulu nous décrire. Un grand nombre de ses détracteurs, dont Funakoshi Gishin, devaient faire la connaissance de ses vertus au combat, de son tempérament coléreux, de son absence de culture japonaise, il ne parle que l'okinawayen, il va lancer des défis à qui veut bien les relever, une bonne cinquantaine, jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme le combattant le plus redouté d'Okinawa vers 1900. Il élabore son style de combat, qu'il nomme Motobu Kempo Karate ou Motobu-wa Koshoryu Kempo Karate, style qui se caractérise par une position Naifanchi Danshi, une garde relativement haute et naturelle, une interprétation très libérale du Ikite, il existe en fait 9 Ikite, une prédilection pour les corps à corps, des déplacements d'une grande fluidité, qui lui vaudront le surnom de Motsobu Saru, Saru le singe, donc qui n'était pas injurieux, mais qui voulait dire qu'il se déplaçait très rapidement et très fluidement. La recherche du contact au chaos, qui brise les mâchoires de ses opposants, et il est vite appelé Tenchikun, point meurtrier. Sa devise est Karate Isente. Le karaté, c'est d'abord l'initiative, en opposition totale avec Gishin Funakoshi, qui dira Karate Nisante Nashi. Il n'y a pas de première attaque en karaté. Deux visions diamétralement opposées de la pratique. Il arrive au Japon en 1917, donc bien avant Funakoshi, et enseigne à Osaka dans le dojo de son ami Koukuba, Kosei, Kuniba en japonais, lequel, disciple de Mamou Nikanoa, fera la synthèse de ses enseignements en fondant le Motobu-wa Shitoryu, appelé aussi Seishinkai. Un jour qu'il se promène, il est attiré par une annonce de combat libre. Un colosse russe, Georges, vice-champion du monde, gagne contre tous les judokas, judiskas, boxeurs qui y sont opposés. Motobu, à 52 ans, relève le défi pour ce qui sera un combat très court. Il esquive d'abord toutes les attaques du champion, puis place un coup de pomme qui atteint le net pour le compte. Cela fit la une des journaux au Japon, mais avec un certain retard, ce qui fit que le dessinateur qui n'avait jamais rencontré Maître Motobu lui fit la tête de Gishin Funakoshi. Ça n'allait pas arranger leur rapport, puisque Gishin Funakoshi ne voulait pas entendre parler de combat. Je vous rappelle, c'était pour lui kata et kihon. C'est tout. Il publiera Ryuku Kempo Karate Jutsu en 1922, puis Okinawa Kempo Todejutsu, un ouvrage technique en 1926. Il ouvre un dojo à Tokyo et aura pour élève deux Hanshi, Otsuka Hironori, qui était alors premier assistant de Funakoshi, et Hironishi, donc qui était aussi élève de Funakoshi, et qui sont partis travailler avec Motobu. Cherchez l'erreur. Lesquels rapportent Motobu était très poli. Il insistait sur la conduite morale et semblait désintéressé par l'argent.
En 1932, il visite Honolulu et aura pour élève Jen Mitose, qui deviendra le pionnier du Kempo Karaté à Hawaï, lequel enseignera à Edmond Parker, donc Ed Parker, qui créera l'American Kempo. Il rentrera à Okinawa en 1936, où il s'attachera à présenter toujours son Kempo Karate Jutsu sous les aspects les plus traditionnels et les plus efficaces, notamment à travers le kata Motobu no Naifanshi, à base de projection et de kyushu. Il reprochera toujours à Funakoshi Gishin d'avoir voulu transformer le Tode d'Okinawa en un karaté budo sur le modèle du judo et du kendo. Il décédera le 2 septembre 1944 à Naha, à l'âge de 74 ans. Du Kempo Tode au karaté-do. Le karaté est désormais un mot d'usage courant. Quelqu'un qui entend le mot karaté pense « Ah oui, le karaté, c'est du combat avec les pieds et les poings ». Pour les karatékas eux-mêmes, le karaté est une méthode de self-défense originaire d'Okinawa, basée sur les méthodes de combat indigènes mélangées avec du kung-fu chinois. Cependant, la plupart des karatékas pensent karaté-do quand ils entendent le mot karaté. Le karaté-do est un art du XXe siècle. C'est l'incarnation moderne d'un art beaucoup plus ancien nommé Ryukyu-Kempo Tode-Jutsu, ce qui est habituellement traduit par Kung-Fu d'Okinawa ou style de boxe chinoise d'Okinawa, To étant l'idéogramme qui désigne la grande dynastie chinoise des Tang, donc la Chine, le continent. En fait, le terme karaté, tel que nous l'entendons, n'existe que depuis 1935 environ. À cette époque, certains enseignants de Kempo des îles Ryukyu ont cherché à populariser cette pratique auprès des Japonais. Ils ont ressenti la nécessité de supprimer la référence chinoise dans le nom de leur art pour être agréable aux susceptibilités nationalistes du Japon impérial en train de préparer la Seconde Guerre mondiale. Le karaté est donc une version simplifiée du Kempo d'Okinawa. Il a été créé d'abord par les dirigeants japonais de l'époque pour sauvegarder les arts traditionnels des Ascensions en les transformant en techniques éducatives. Et cela est visible dans l'idéogramme même Kara qui remplace To. Il signifie vide, d'armes de mauvaise intention, mais aussi creux, sans consistance, vain, fictif, avorté, qui ne contient plus rien, inutile, grossier, stupide, dépourvu d'intelligence. Confère le dictionnaire de Kuwait-Iki. C'est pas moi qui l'ai inventé. Le chemin avait déjà été tracé par le Kenjutsu et le Jujutsu. Le Kenjutsu, sabre, escrime au sabre pratiqué par les samouraïs, avait été simplifié et transformé en kendo. Le Jujutsu, ou combat à main nue, avait été édulcoré en judo. La transformation du Kenjutsu en kendo s'est faite en éliminant tout danger, à l'aide de protection, et en remplaçant le réalisme du combat par une compétition sportive. Le kendo a remplacé le sabre par un shinai en bambou, recouvert les combattants d'une armure et réduit le nombre important de techniques à 4 coupes et une pique, avec seulement 4 cibles autorisées. Du Jujutsu, on a éliminé les techniques létales, comme les projections les plus dangereuses, exemple Yamaharashi, et on a adopté les règles afin de faire du judo un sport de prévention populaire et sans danger, bien que ces arts aient conservé une certaine efficacité en combat. On a éliminé tous les mouvements mortels qui avaient fait leur preuve sur les champs de bataille. En karaté, une évolution similaire s'est produite. Pour améliorer la valeur éducative, les techniques et les katas ont été transformées pour les rendre plus esthétiques et populaires. Cet art moderne peut être un peu employé en self-défense, mais il est principalement conçu pour le développement personnel et la compétition sportive. Il est devenu un jeu martial dont on allait éliminer les aspects les plus efficaces. Bref, le karaté philosophie a pris le pas sur le karaté combat.
Ce n'est d'ailleurs pas forcément une mauvaise chose. Le karaté sous sa forme actuelle, sportive et aseptisée, est maintenant pratiqué par des millions d'hommes et de femmes, et beaucoup d'enfants, dans le monde. Mais ce n'est plus du tout l'art de combat qu'il était autrefois. Ainsi, beaucoup de personnes qui commencent à pratiquer les arts martiaux pour apprendre à se défendre constatent lors de premiers cours que le karaté n'est pas l'art qu'ils avaient imaginé. Toutefois, il serait faux de penser que le retour des méthodes plus anciennes de pratique serait la solution. Certains pensent que s'ils exécutaient un kata comme on le faisait en 1900, plutôt que comme aujourd'hui, ils pratiqueraient le vrai Kempo d'Okinawa. Ce n'est pas exact. L'essence du Kempo des îles Ryukyu ne se situe pas dans l'exécution technique de certains katas ou mouvements, mis à part qu'il faut retrouver les katas anciens et non pas les variantes modernes, mais elle se situe dans la compréhension de ces mouvements, des déplacements et des actions effectuées. Cette compréhension du Kempo passe par la connaissance de l'utilisation des points de pression au combat, le Kyusho Jutsu. Cette information sur l'utilisation des points de pression sont contenues dans les katas, les vrais, les anciens, pas les nouveaux modifiés. Shotokan, Kyokushinkai et autres. Désolé si ça ne fait pas plaisir. L'utilisation de ces points de pression est un art précis. Il exige une connaissance exacte de la position de l'utilisation de petites cibles disséminées sur le corps. Ces points ont différentes fonctions. Chacun doit être frappé ou pressé suivant un angle particulier pour produire des résultats significatifs. Cependant, en combat, on n'a pas le temps de penser à la position du point ou à son utilité. Dans la pratique du kata, la localisation des points et la corrélation entre eux sont étudiées. Certains mouvements du kata représentent des actions de l'adversaire, d'autres montrent la position précise des points les plus efficaces à attaquer sur le corps de l'attaquant. Tout ceci signifie que la partie la plus importante de la pratique des katas est la visualisation de l'attaquant et des points à toucher. C'est pourquoi les maîtres du Kempo ont toujours souligné la nécessité de la visualisation pendant la pratique des katas. Voir, quand vous pratiquez un kata, voir vos adversaires imaginaires, mais les visualiser ce que vous êtes en train de faire. C'est également pourquoi les vieux maîtres prenaient beaucoup de temps pour étudier un kata, et beaucoup plus que ne le font les étudiants modernes. L'étudiant moderne se dépêche pour atteindre la performance sportive. Les vieux maîtres étaient, eux, préoccupés de comprendre la pleine signification des mouvements et non d'arriver à une performance esthétique. La répétition mentale du kata, combinée et renforcée par la répétition physique, rend possible la reconnaissance instantanée des points de pression. De cette façon, l'étudiant en Kempo programme son subconscient à employer de manière immédiate les techniques. Cela ne signifie pas que les autres modes d'entraînement utilisés dans les arts martiaux soient inutiles, mais cela signifie que le kata est au cœur même du combat traditionnel. Cela signifie également que l'étudiant en karaté moderne qui souhaite redécouvrir la valeur de l'art original doit chercher dans les katas traditionnels qui contiennent des informations valables sur les points de pression. Il s'agit simplement d'une question de compréhension. Cela signifie également que les pratiquants ont toujours eu sous les yeux les informations sur les points de pression, mais ne l'ont jamais su. La raison est que le kata cache également l'information. La dissimulation et la mystification ont de tout temps fait partie des arts martiaux. Confère Sun Tzu, l'art de la guerre, ou Miyamoto Musashi, le Gorin no Sho, le traité des synchros. En chinois d'Okinawa, la plupart des katas originaux n'étaient enseignés qu'aux membres de la famille du professeur. Quand le nombre des élèves a augmenté, un certain nombre d'enseignements sont demeurés secrets et révélés seulement aux parents ou aux gens très proches. Il s'agit de vie et de mort, il s'agit là de ne pas transmettre n'importe quoi à n'importe qui. Et on ne va pas donner à quelqu'un qui éventuellement pourrait plus tard se retourner contre vous des techniques ultimes qu'il pourrait utiliser ensuite contre vous.
L'instruction traditionnelle japonaise du Bujutsu, art de la guerre des samouraïs, était divisée en 3 niveaux. Il y avait Shoden, ou l'enseignement de base, Chuden, ou l'enseignement intermédiaire, et Okuden, ou l'enseignement secret. Très peu d'étudiants seulement étaient initiés au niveau Okuden. Les autres ont été délibérément exclus. Et ça continue aujourd'hui. À Okinawa, la formation martiale était conduite dans le secret, habituellement tard dans la nuit. Comme cette formation était secrète, dure à obtenir, parfois illégale, a été fortement valorisée et recherchée. Les professeurs examinaient les étudiants potentiels avec beaucoup de rigueur pour être sûrs qu'ils soient dignes d'étudier. Dans ce système, un étudiant pouvait exécuter un exercice de base dans une salle où des seniors pratiquaient un kata avancé. Comment l'instructeur pouvait-il dans ce cas-là, empêcher le débutant, pas encore digne de recevoir l'enseignement avancé, découvrir les secrets de l'art? La réponse se trouve dans la nature trompeuse du kata. Il n'est pas possible de regarder un kata et de comprendre ce qu'il contient vraiment si on n'a pas été initié aux aspects les plus profonds de l'art. L'instruction traditionnelle japonaise du Bujutsu, art de la guerre des samouraïs, pardon, il y a un petit problème. Ces changements sont également faciles à trouver. Par exemple, les anciennes photos montrent les vieux maîtres presque toujours saisissant leur adversaire d'une main et frappant de l'autre. Mais dans les livres modernes de karaté, tous les instructeurs japonais ne font presque jamais mention de ces saisies. Au contraire, ils enseignent que la main non active doit être tirée fortement en arrière au niveau de la hanche, ikité, ce qui est un parfait non-sens en combat réel de survie. Il est de la plus grande importance d'observer cela dans les démonstrations effectuées par presque tous les maîtres, dont Gishin Funakoshi, où on peut le voir travailler sur les points de pression, un travail complètement disparu dans la plupart des cours de karaté moderne, quoique tous les instructeurs annoncent à qui veut les entendre qu'ils connaissent parfaitement les points vitaux, mais curieusement ne les utilisent jamais. Et en plus, font porter des gants de combat à leurs élèves, ce qui empêche toute utilisation des points. Si les Okinawaïens étaient peu disposés à dévoiler leurs secrets martiaux aux Japonais, on peut imaginer combien ça leur coûtait de les montrer à des Occidentaux. Les Américains sont des gaijins, des étrangers, des barbares. Quand ils sont arrivés à Okinawa après la guerre, ce fut sous la forme d'une armée d'occupation. Je pense à mes amis africains. Vous avez été occupés par les puissances coloniales. Est-ce que vos ancêtres, et même, je dirais presque maintenant, est-ce que vos guerriers les plus célèbres sont allés enseigner leurs techniques les plus secrètes et les plus efficaces de combat aux Occidentaux? Non, bien entendu. Vous n'êtes pas fous. Vous n'allez pas filer vos techniques, les seules qui peuvent vous permettre de rester en vie, à des gens qui vous ont envahi. Réfléchissez 2 minutes. Les Okinawaïens sont pas plus fous que vous et que tout le monde. Donc ils ont gardé secret l'enseignement du Rikukenpo et ils ont filé aux Américains le système pour les écoliers. Donc, dans un tel contexte, comment est-il imaginable que quiconque enseigne à les envahisseurs ses secrets pour le combat? Quand les soldats américains sont montrés intéressés par l'étude du karaté, on leur a donc enseigné le système mis au point pour les écoliers. Et pour les Japonais, c'est pareil. N'oubliez pas que les Japonais, le camp des Satsuma, a envahi Okinawa au XVIIe siècle. Les Okinawaïens considèrent toujours les Japonais comme des envahisseurs. Donc, il leur ont filé le truc pour les écoliers, et sûrement pas les points techniques donc, qui leur permettaient de survivre.
De cette façon, les étudiants américains ont hérité d'une parodie de karaté. Mais l'art mortel des points de pression, le kyushujutsu, est resté secret. Nous avons donc aujourd'hui deux arts distincts, le karaté moderne, élémentaire, populaire et sportif, et l'art martial secret et mortel du Ryukyu Kempo Tode. Notion sur les kyusho. Une particularité de notre école est de travailler sur les techniques pied-point selon les principes du Kempo. Les techniques d'attaque ne sont pratiquement jamais uniques. Toucher un point et faire tomber l'adversaire, c'est rare. Les Japonais, eux, travaillent sur la notion de chi-mai, le coup mortel, par assimilation du sabre. Là, on voit l'influence japonaise. Dans le travail chinois et okinawayen, c'est 3 techniques minimum ordinairement. Le point est plus souvent en tateken, avec l'index tendu, pour rigidifier le poignet. Ce principe n'est pas nouveau. Il a été démontré entre autres par Sensei Funakoshi, mais depuis longtemps oublié. Et donc ces frappes s'effectuent sur des kyusho. Il est intéressant, pour ceux qui étudient le karaté-do, de connaître les Jintai Kyusho. Ainsi, par exemple, si l'on porte une attaque au visage, en frappant au hasard, puis avec une force égale en touchant un kyusho, il y aura une énorme différence dans l'efficacité des deux coups. On appellera donc kyusho les endroits où les coups portés ont une grande efficacité relative. Kyusho wa kyusho, littéralement, les points vitaux sont les emplacements chauds d'urgence Q. Funakoshi Gishin, Karate do Kyohan, édition Franche Dokan. Les récentes avancées de la médecine neurologique ont permis de mettre en corrélation des points et des méridiens, ceux utilisés en acupuncture avec un système nerveux. Donc, ce qui n'était jusque-là qu'empirisme se trouve donc dûment expliqué et classifié par l'anatomie et la physiologie. Nous ne parlerons donc pas de ki, de chi, de fluide d'action à distance ou de je ne sais pas quoi de mystico-gélatineux, mais uniquement d'action mécanique ou électrique sur des nerfs qui perturbent le bon fonctionnement de ceux-ci. Pour mémoire, je rappellerai que schématiquement, le cerveau peut être comparé à un accumulateur qui enverrait un courant électrique continu via la moelle épinière au travers des nerfs moteurs, le courant de retour se faisant par l'intermédiaire des nerfs sensitifs. Nous pouvons travailler sur ce courant électrique de 3 manières. En l'inversant, c'est un courant continu, c'est-à-dire en le renvoyant vers sa source. C'est comme si vous branchiez un appareil électrique sur du 380, il ne supporterait pas la surcharge. En aspirant l'énergie pour couper le pont entre elle et sa source, cela s'apparente à brancher de nombreux appareils sur une seule prise. Par effet Joule, le circuit va chauffer et les fusibles fondront. En empêchant l'énergie d'arriver, c'est comme si on plaçait un barrage sur un cours d'eau. Celui-ci se changerait en mince filet d'eau. Exemple, en aspirant l'énergie, contrôle surpoussé. Donc, le terme kyusho, ce sont des points situés sur des nerfs qui, lorsqu'ils sont excités de manière idoine, donc de la bonne manière, produisent soit des douleurs intenses, soit des retentissements sur les organes internes par convergence. La fusion entre les nerfs sympathiques et les nerfs externes sont appelées convergence. La segmentation, ce sont des points qui sont situés sur des nerfs qui pénètrent la moelle épinière en des endroits bien précis. Lorsqu'ils sont stimulés, ils peuvent affecter des organes internes reliés à la même portion de moelle
et ce, par le biais de la convergence. L'addition, lorsqu'on stimule plusieurs nerfs affectant la même portion de la moelle épinière. La facilitation, lorsque plusieurs nerfs du même étage de la moelle épinière sont sensibilisés par l'intermédiaire de l'action sur un nerf. Les irradiations aberrantes sont des douleurs irradiées donc, qui se produisent à des endroits du corps éloignés de leur origine. Cette irradiation peut s'expliquer par les connexions au niveau de la moelle épinière entre les nerfs périphériques et les nerfs sympathiques des organes internes. Il est à noter que tous les individus ne sont pas sensibles de la même manière à l'attaque des poings. Mais ceux-ci sont au moins sensibles, ceux qui sont moins sensibles que d'autres sur certains méridiens le sont plus sur d'autres. 97,73% de la population réagit d'une manière ou d'une autre à la stimulation des points. Des études précises ont montré que moins de 1% de la population était insensible à la stimulation des points. 0,11%. Donc vous avez de grandes chances que ça marche. Grades et titres martiaux. Il existe dans les sports de combat et les arts martiaux différentes échelles de grades et de titres. En soi, le fait de se référer à une gradation peut permettre de situer sa progression au sein d'un système ou d'une école. C'est une série de jalons dans la vie d'un pratiquant qui permettent de se situer par rapport à une échelle de valeurs. Si par contre on pratique pour obtenir un grade, ou si le grade devient un instrument politique ou administratif, on obtient un système très négatif. Grades et titres traditionnels ont toujours été décernés de maître à disciple dans une école ou une progression précise sur des critères humains, techniques, pédagogiques, propres à l'école ou au style, sans aucune interférence extérieure. Les grades sont les marches d'un escalier d'une progression personnelle. Elles n'ont rien à voir avec les titres ou les médailles remportées en compétition. Qu'il existe des médailles et des trophées pour les vainqueurs, c'est naturel. Mais cela n'a rien à voir avec le grade, et encore moins avec l'efficacité réelle, surtout en combat de survie. La compétition, rituelle et la survie dépendent chacune de deux parties du cerveau complètement distinctes. La référence à une ou des victoires en compétition pour justifier d'un grade élevé est à notre avis un complet non-sens. Le système des grades, Dan en karaté, a été adapté au Japon dans le milieu des années 20 par imitation du système scolaire et universitaire qui avait été reprise par le maître Kano Jigoro pour le judo en 1886. Cette nouvelle échelle de grades externe est venue se greffer sur l'ancienne progression de titres traditionnels qui remonte à la source chinoise du karaté. Le terme Dan signifie marche d'un escalier en japonais et par extension degré, niveau. Le premier grade de ceinture noire est Shodan. Sho ne signifie pas premier, mais petit, marquant bien là que l'obtention de la ceinture noire n'est pas l'aboutissement, comme certains tentent de le faire croire, mais que celui qui la porte n'est encore qu'un débutant, à qui il reste énormément de choses à découvrir. Alors, prétendre se faire appeler maître à ce niveau, ou avoir un diplôme avec maître dessus, est tout simplement ridicule. Désolé pour ceux qui n'apprécieront pas mes propos, mais c'est comme ça. Il ne faut pas juger et étiqueter les gens uniquement en fonction de leur grade. D'autres paramètres rentrent en ligne de compte, notamment dans les grades élevés, suivant que la personne possède ou pas des titres de maîtrise martiale traditionnelle, qui sanctionnent la maîtrise interne et l'efficacité en combat réel. Un pratiquant possédant ces titres peut vaincre en combat de survie des pratiquants de grade plus élevés qui n'ont pas été initiés à ces pratiques. Si les fédérations
sont peu à peu appropriés à la délivrance des grades de Dan, les titres martiaux de maîtrise restent l'apanage des maîtres, car il s'agit là de certificats d'initiation ésotérique. Pour les disciples, Uchi Deshi, Deshi, disciple, Uchi de l'intérieur, par opposition au Soto Deshi, disciple de l'extérieur, donc les Uchi Deshi que l'on prépare à la maîtrise, d'autres termes sont employés. Monchi, celui qui a ouvert la porte du cœur. Kenshi, celui qui est dans la voie. Shoshi, celui qui est préparé pour l'enseignement. Shogo, le combattant puissant, celui qui est proche de la maîtrise physique. Renshi. Il existe ensuite traditionnellement 3 brevets, Mancho, d'initiation à la maîtrise. Renshi, littéralement homme de savoir. Ce titre se situe entre le 4e et le 6e Dan. Son possesseur a maîtrisé la technique externe et après avoir reçu l'initiation correspondante, travaille désormais au niveau de l'interne. Travail énergétique sous la double notion martiale et médicale. Il connaît également un certain nombre de points vitaux, Kyusho, ainsi que les techniques pour les atteindre, en particulier par des attaques simultanées, doubles ou triples. Sa connaissance du combat de survie fait qu'il est capable d'affronter des pratiquants, même plus gradés que lui, en grade Dan. C'est le titre qui fait d'un bon pratiquant un expert. Les maîtres disent fréquemment qu'avant le titre de Renshi, un enseignant est incompétent, voire dangereux. Désolé pour les premiers et deuxièmes nan qui enseignent. On peut enseigner en tant que premier, deuxième, troisième dan, en n'ayant pas un titre de Renshi. Si l'on est chaperonné par un Renshi, Kyoshi, Hanshi. Parce que là, ils vous suivent. Mais enseigner tout seul dans son coin à partir d'une fédération, vous ne pouvez aboutir qu'à des conneries. Désolé. Mais les fédérations ne vont pas apprécier ce que je dis, je sais. J'ai l'habitude. Kyoshi, littéralement homme de transmission. Titre qui peut, pas obligatoire, il n'y a aucune obligation, décerné entre le 5e et le 8e dan. Il correspond à la maîtrise de l'initiation interne et à la perfection intérieure. Un Kyoshi ne se définit déjà plus, car il vit et place son existence sur un plan d'expérience intérieure. Hanshi, le titre suprême, littéralement homme à imiter, le maître des maîtres. Titre suprême pouvant être décerné au niveau... Aucune obligation. Pouvant être décerné au niveau 9e et 10e dan. Celui qui le possède est parvenu à unifier son esprit dans un état mental stable. Sa connaissance n'est pas intellectuelle, mais rayonne de son soi spirituel supérieur. Les maîtres Otsuka Hironori, Wadoryu, Motobu Choki, Motobu Akoshoryu, Nagamine Sochin, Matsuwaya Shiryu, Higa Yoshoka, Gojoryu, Mabiu Nikenwa, Shitoryu, Yagi, Gojoryu, Kuniba Shogo, Shitoryu, Shimabukuro Eizo, Henry Play, Verdon Bell, Tom Whitehead portaient tous le titre de Hanshi. En ce qui concerne Funakoshi Gishin, il recevra le Renshi en 1936 et le Kyoshi 2 ans avant sa mort. Il ne sera donc jamais Hanshi. Il transmettra uniquement à son fils Yoshitaka, Gigo, qui mourut, je le rappelle, en 1943. Ce qui fait que dans l'école Shotokan-ryu, il n'y a aucun maître initié qui puisse transmettre les connaissances internes et par voie de conséquence, personne qui puisse se targuer de posséder ou de porter un titre de maîtrise. Donc, la seule
exception. Et maître Kanazawa, qui lui quittera la JK pour aller retravailler avec les maîtres d'Okinawa, avec notamment un maître de Tai Chi, avec maître Otsuka en Goju-Ryu, et là sera par la suite accepté par le Daibuten Mutokukai et pourra obtenir des titres de maîtrise. C'est le seul, mais qui a fait un karaté qui est différent de celui de JK. Cette progression ne sanctionne pas une accumulation du nombre de techniques apprises, mais est liée à l'acquisition de sensations et de compréhension du travail sur les méridiens travaillés en acupuncture, suivant le cycle énergétique circadien codifié par la loi des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Le terme idoine serait en fait cycle des mutations, et les techniques de santé et de destruction, notamment décrites dans le Bubishi. L'entrée dans le monde de l'initiation se fait uniquement par cooptation. Qu'on vous choisit et on vient vous récupérer, vous dire hop, viens par ici. C'est le maître qui choisit ceux qu'il accepte comme disciples et non les disciples qui déclarent qu'ils veulent être initiés. D'autant que le nombre de maîtres susceptibles de transmettre cette initiation est peu élevé. Je répète que l'obtention des titres et des brevets de maîtrise n'est pas automatique. Il n'y a aucun parallèle obligatoire entre la gradation Dan et l'obtention de titres martiaux. Je suis désolé de dire à ceux qui prétendent le contraire que ce sont des charlatans. C'est totalement faux. Un maître peut, dans son enseignement, délivrer des grades d'âne à tous et de délivrer des brevets d'initiation qu'à celui ou à ceux qu'il a sélectionnés pour cela et à qui il a donné une formation spéciale. Les critères de sélection sont extrêmement rigoureux et les épreuves continuelles. Les brevets de maîtrise sont décernés avec la plus grande parcimonie, au point que pas un seul des experts japonais, aussi haut gradé soit-il, qui enseignent actuellement en Europe ou en Afrique, n'en possède un. Cela est dû à 2 raisons. Soit dans l'école à laquelle ils appartiennent, il n'y a aucun maître initié pouvant transmettre cet enseignement. Pendant la dernière guerre, de nombreux maîtres initiés sont décédés par fait de guerre ou privation, et les jeunes cadres formés après 1945 n'ont pu recevoir cet enseignement. Soit le fait de décider d'aller enseigner hors Japon, donc hors de contrôle des maîtres initiés, et donc avant d'avoir pu recevoir le brevet de Renchi, les a rendus suspects à l'égard des maîtres qui les ont refusés par la suite. Les grades et titres ont toujours été des rapports humains. Il faut donc que celui qui juge trouve l'impétrant digne de se présenter au grade auquel il aspire et que le candidat ait confiance dans les qualités de celui qui le juge. Celui qui a beaucoup reçu doit savoir beaucoup donner. Le disciple sera devenu maître et la tradition s'enrichira d'un nouveau maillon. J'ai dit.